Bonsoir et bienvenue dans les légendes de Monsieur Lee. Ce soir, je vous invite à ralentir, à respirer un peu plus profondément et à me suivre dans un voyage très particulier, à la frontière du visible et de l'invisible. Nous allons plonger ensemble dans un conte doux et lumineux qui mêle les fleurs de mai, les jardins secrets, la tendresse muette du monde et la magie discrète de la fée Clochette, comme vous ne l'avez peut-être jamais imaginé. Cette histoire est une transmission silencieuse de féminité enfouie, de souffle ancien. Un conte qui débute dans les couloirs feutrés de la Renaissance française pour se déployer lentement comme un parfum de muguet qu'on croit avoir oublié. Si ce voyage vous touche, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un petit pouce levé, un commentaire ou un partage. Cela m'aide énormément à faire connaître ces récits et à continuer de vous en offrir chaque semaine. Merci du fond du cœur d'être là. Installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir et que le conte commence. C'était une cour comme un théâtre d'ombre où tout brillait sans jamais éclater. Les étoffes bruissaient à peine, les parfums étaient feutrés, les voix dosées comme des encres rares. Sous les voûtes de pierre du château de Saint-Germain, le printemps de l'an 1561 semblait suspendu entre deux soupirs, celui du monde et celui du roi. Charles IX avait 9 ans, mais déjà son regard pesait sur les murs, trop vaste pour un enfant, trop jeune pour un règne. Et parmi les dames de compagnie, les courtisans brodés d'or et les pages vêtus de velours, une toute jeune fille suivait les allées de marbre avec une lenteur qui n'appartenait qu'à elle. Elle ne parlait presque pas, elle regardait, elle écoutait, et dans les plis de ses silences, une étrange curiosité s'épanouissait, non pour le voir, ni pour les bijoux, ni pour les sourires qu'on échangeait comme des monnaies, mais pour les détails oubliés. Le dessin effacé d'un carreau de faïence, la façon dont une serviette retombait d'un plateau, la goutte d'encre échappée d'une lettre. Elle s'appelait Isabeau. Elle portait un prénom ancien, comme un parfum d'archives. On disait qu'elle avait été confiée à la cour pour être formée, élevée, préparée. Mais à quoi? Nul ne le savait vraiment. Elle avait 11 ans et déjà les yeux d'une vieille âme. Ce qu'elle aimait le plus, c'était se glisser, quand personne ne la cherchait, dans la galerie des portraits. Là, entre deux tentures, elle s'asseyait, droite et minuscule, et elle regardait les visages peints. Il la regardait en retour. Il ne jugeait pas, il ne parlait pas. Il savait. Il y avait dans le silence des toiles quelque chose d'intime, de plus vivant que les sourires calculés du monde réel. Un jour,
Entre deux visages oubliés, elle découvrit un tableau étrange. Deux femmes, nues dans un bain, l'une pinçant doucement le sein de l'autre. Isabeau s'arrêta. Il y avait dans ce geste quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais qui la troublait. Pas par honte, non, mais par mystère, par une sensation d'avoir surpris un secret doux, ancien, presque sacré. Dans le fond du tableau, une servante cousait, indifférente. Tout semblait réel et pourtant irréel, comme si quelque chose avait été peint pour elle seule. Elle ne savait pas encore que ce tableau reviendrait, des années plus tard, au centre de sa mémoire, comme une clochette suspendue dans l'air, invisible, mais sonore. Il venait tôt, bien avant l'aube, quand le château dormait encore sous ses draps de pierre, et quand les servantes n'avaient pas encore ouvert les persiennes. Lui marchait déjà dans les allées humides, le pas souple et précis. Personne ne connaissait son nom. On l'appelait le muet ou l'homme des jardins, parfois celui des simples. Il ne parlait jamais, pas un mot, pas un grommellement. Certains disaient qu'il avait fait vœu de silence, d'autres qu'il avait vu des choses qu'aucune parole ne pouvait contenir. Il portait une tunique rapiécée et des sabots lourds, mais ses mains, elles, étaient d'une lenteur d'orfèvre. Il touchait la terre comme on caresse un front fiévreux. Il enterrait des graines comme on confie des secrets. Ses gestes semblaient répondre à une musique qu'aucune autre n'entendait. Isabeau l'observait souvent depuis une fenêtre du couloir des cuisines. À l'abri derrière une tenture, elle retenait son souffle. Ce n'était pas la peur, mais une forme de respect ancien, comme si elle regardait une cérémonie. Il y avait quelque chose dans cet homme qui échappait au décor doré de la cour. Il ne brillait pas, il pesait comme une racine ou une vérité. Parfois, il portait sur son épaule une corbeille de légumes, des betteraves violacées, des poires rugueuses, des carottes tachées de terre. Elle savait que ces fruits nourriraient les assiettes des grands, que leur chair se fondrait sous les sauces riches sans que personne ne sache d'où venait leur goût. Un matin, alors qu'elle descendait discrètement chercher un peu d'eau, elle le croisa de près. Il venait de poser un panier de fleurs contre le mur, des roses, des œillets et un petit bouquet de clochettes blanches, minuscules, courbées, presque timides. Elle s'arrêta net. Il la regarda. Son regard n'avait rien de dur, ni de tendre. Il était profond comme un puits, et tout aussi silencieux. Il lui fit un léger signe de tête, puis il repartit. Elle s'approcha du bouquet. Une odeur délicate, fraîche, l'enveloppa. Elle n'avait jamais rien senti d'aussi doux
Elle toucha une clochette du bout des doigts. À cet instant, elle crut entendre un son très léger, presque un soupir. Elle ne savait pas que ce brin de muguet venait d'un lieu qu'aucun plan ne montrait, un jardin caché, au-delà des murs et du temps. Elle revint dans la galerie peu de temps après. Il y avait en elle une tension nouvelle, presque imperceptible, comme un fil invisible qui vibre sans se rompre. Elle n'était plus exactement la même. Depuis le jour du jardinier, une note aiguë s'était déposée au fond d'elle, comme une promesse ou une question sans mots. Elle retrouva le tableau là où il l'attendait. Rien n'avait changé, et pourtant tout lui sembla différent. Les deux femmes nues baignaient dans leur eau laiteuse, immobiles, mais leur silence, cette fois, lui parut chargé d'une densité étrange. Le doigt qui pinçait doucement le sein n'était plus seulement un geste, c'était un lien, un passage, une transmission. Elle s'approcha jusqu'à sentir presque la texture de la peinture sous la lumière tamisée, le grain du bois, l'odeur mêlée de cire et de pigments anciens. Son regard s'attarda sur la servante à l'arrière-plan. Elle tenait une aiguille suspendue au-dessus d'un tissu rouge. Était-ce un reflet, un frisson? L'aiguille semblait vibrer. Un souffle froid passa dans le couloir. Isabeau frissonna. Elle sentit, sans pouvoir l'expliquer, une présence, pas menaçante, pas visible, mais réelle. Elle se souvint du regard du jardinier, de la manière dont il avait déposé les fleurs comme on dépose un secret, du tintement si doux qu'elle avait cru entendre. Et là, dans ce tableau de femme figée, elle crut percevoir la même chose, un mystère féminin, souterrain, qui ne se dit pas, quelque chose que les mots profaneraient, une chose que seuls les silences, les mains fines et les fleurs blanches pouvaient contenir. Elle recula lentement, mais avant de tourner les talons, son regard glissa une dernière fois vers les clochettes du bouquet du matin. Elle les imaginait maintenant peintes, posées dans une corbeille au coin du bain. Elle n'y était pas et pourtant elle les voyait. C'est à ce moment-là que, sans bruit, quelque chose s'ouvrit en elle, comme une porte fine, quelque part entre l'enfance et le monde caché. Le lendemain, Isabeau se leva avant l'aube. Le château dormait encore sous sa chape de brume. Les pierres, froides au toucher, résonnaient de ses pas feutrés, comme si elles reconnaissaient sa discrétion. Elle descendit les escaliers interdits menant au commun, longea les cuisines sans bruit, évita les servantes encore endormies, et franchit la petite porte dérobée derrière la buanderie.
Un souffle tiède l'accueillit. L'air y avait une texture différente, presque vivante. Elle déboucha sur un passage étroit, bordé de murs de pierre et de treilles sèches. Au bout, entre deux arches de bois noueuses, s'ouvrait un jardin dont personne ne parlait. Il n'était pas grand, mais semblait sans fin. Les plantes y poussaient en liberté ordonnée, comme si une main invisible les avait guidées. Sauge, thym, digital, souci, violette, aubépine, et là, à l'abri d'un petit arbre, des touffes entières de muguet blanc. Le jardinier était là. Il ne s'étonna pas de la voir. Il poursuivit son geste, cueillir une herbe, la rouler doucement entre ses doigts, en respirer le parfum, la replanter plus loin. Ses mains parlaient mieux que les langues. Isabeau n'osa pas le déranger. Elle s'assit près d'un massif de bourraches et observa. Tout semblait baigné dans une lumière bleue et verte, presque irréelle. On aurait dit une peinture en train de se faire, sans pinceau ni cadre. Et au centre de cette toile vivante, l'homme muet, figure de terre et de silence, devenait peu à peu le cœur battant du lieu. Un oiseau chanta, puis un autre, et soudain, dans ce calme vibrant, elle entendit le même tintement qu'elle avait cru percevoir la veille, léger, pur, cristallin. Elle tourna lentement la tête. Les clochettes du muguet semblaient vibrer très légèrement. Un souffle d'air peut-être, ou un battement secret. Elle s'approcha, tendit la main. Le jardinier la regardait. Il ne souriait pas, mais dans ses yeux, quelque chose de tendre s'éveilla, comme s'il reconnaissait un passage. Isabeau effleura une clochette. Le son revint plus net. Un tintement fragile, vivant. Elle se redressa, bouleversée. Le jardin n'était pas qu'un lieu, c'était une frontière. Et le muguet, elle le comprenait maintenant, n'était pas qu'une fleur, il était une porte. Ce soir-là, elle ne parvint pas à dormir. Dans le grand lit de toile tendue, les draps étaient trop lourds, les rideaux trop fermés. L'air sentait la cire froide et la lavande sèche. Tout était parfaitement rangé, calme, comme il se devait, mais en elle, quelque chose avait bougé. Une fine fêlure, à peine une ligne, mais elle la sentait vibrer, comme un fil tendu sous la peau. Elle pensa au regard du jardinier, au silence de ses mains, au tableau, aux doigts posés sur le sein, si doucement, au muguet, à cette clochette blanche qui avait teinté sous ses doigts comme un secret minuscule, et à cette chose qu'elle ne comprenait pas, ce sentiment d'être appelée sans savoir par qui. Elle glissa hors du lit, pieds nus sur les dalles froides,
et sortit sur le petit balcon attenant à sa chambre. La nuit était d'un bleu profond, sans lune. Seul le vent passait entre les colonnes, portant une fraîcheur qui sentait la sève et la pierre. Elle s'assit, ramenant ses genoux contre elle. Et dans ce repli nocturne, elle pleura, doucement, sans bruit. Ce n'était pas un chagrin net, c'était une tristesse ancienne, comme un souvenir qui ne lui appartenait pas encore. Peut-être le manque d'une mère oubliée, ou le pressentiment qu'un monde s'éloignait, celui de l'enfance muette. Une larme tomba sur la pierre du balcon, puis une autre, et c'est alors que le son revint, clair, pur, irréel. Un tintement, comme une clochette unique, suspendue dans l'air. Isabeau releva la tête. Là, juste devant elle, quelque chose flottait. Pas plus grand qu'une main d'enfant, lumineux, pâle comme une perle vivante. Un battement d'ailes, si fin qu'on aurait dit un souffle devenu visible. Un visage à peine esquissé, mais des yeux brillants, non pas d'or, mais de ce silence qui sait. La chose s'approcha, pencha la tête, puis dans un frisson d'air, tinta doucement. Isabeau ne dit rien, elle ne bougea pas. Elle comprenait instinctivement que le moindre geste trop vif ferait fuir la présence. La créature, la fée, posa une main invisible sur son genou. Puis, sans un mot, elle disparut, comme aspirée par la nuit. Mais le tintement resta, longtemps, dans l'air, dans le cœur d'Isabeau. Et, au creux de son oreille, un nom qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle connaissait déjà, Clochette. Au matin, Isabeau s'éveilla comme après un rêve ancien. La chambre baignait dans une lumière laiteuse, tamisée par les rideaux. Tout semblait intact. La pierre froide, le brocart aux plis immobiles, le bol de lait tiède laissé sur la console. Et pourtant, le silence n'était plus le même. Elle se leva, encore enveloppée de la nuit. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de cette émotion particulière qu'on ressent après une visite irréelle, quand l'esprit sait, mais que la langue n'ose pas nommer. Sur la table basse, un brin de muguet reposait, encore perlé de rosée. Il n'était pas là la veille. Elle s'en approcha, s'agenouilla. Chaque clochette semblait vibrer très légèrement dans l'air immobile, comme si une musique infinitésimale s'en échappait, trop fine pour être entendue, mais assez vraie pour être ressentie. Isabeau ferma les yeux, et alors elle comprit. Le son était une réponse, un écho à sa peine,
une main tendue depuis l'invisible. Dès lors, Isabeau chercha la lumière dans l'ombre. Elle passait ses journées avec les dames, apprenant la bienséance, la broderie, l'art de taire ses pensées. Mais ses pensées, elles, couraient dans les corridors du vent. Elle explorait les murs, les recoins, les odeurs de menthe et de bois mouillé, en quête d'un frisson. Et souvent, le soir, elle revenait dans le jardin caché. Le jardinier ne disait rien, mais parfois il déposait une fleur particulière sur un banc, comme une ponctuation à ses silences. Une fois une violette blanche, une autre fois une tige de lavande sans parfum. Puis, un soir de pluie fine, elle sentit une main légère dans le creux de sa paume. Elle baissa les yeux. Clochette était là, minuscule, suspendue, comme un souffle en équilibre. Elle brillait d'une lumière douce, ni or ni argent, mais de ce gris nacré que prennent les perles dans les rêves. Isabeau tendit la main, très lentement. La fée se posa et tinta. Ce soir-là, aucune parole ne fut échangée, mais un pacte se noua. Clochette ne parlait pas, mais elle disait tout. Par un battement d'ailes, un frémissement d'épaules, une inclinaison de tête, elle exprimait la joie, la surprise, la tristesse, l'amusement, comme une langue secrète que seul le cœur d'Isabeau pouvait lire. Isabeau, elle aussi, apprit à répondre sans mots. Un doigt posé contre sa tempe signifiait « je pense à toi ». Un souffle dans sa paume voulait dire « reste encore ». Un sourire en coin, presque imperceptible, devenait un rire partagé. Dans le monde visible, elle se taisait. Dans ce monde caché, elle devenait musicienne. Clochette ne venait jamais aux mêmes heures, parfois à l'aube, parfois en pleine nuit. Elle apparaissait avec le vent ou dans une tache de lumière filtrant à travers une verrière. Elle n'obéissait pas au temps et à chaque apparition laissait une empreinte. Une perle tombée, un parfum qui persistait, une lueur dans un miroir. C'était au jardin, en mai, quand les aubépines fleurissaient. Le vent soufflait léger, plein de caresses. Isabeau marchait pieds nus sur la terre tiède, les bras nus sous les manches relevées de sa robe. Elle ne savait pas que le jardinier l'observait, ou peut-être si, mais elle s'en moquait. Clochette apparut soudain entre deux branches de chèvrefeuille. Elle ne tinta pas, elle glissa. Et alors, tout autour, les feuilles frémirent d'un même frisson, un murmure doux comme une voix ancienne. Non une voix humaine, ni même animale, quelque chose d'avant,
Isabeau s'agenouilla, elle toucha une feuille, elle entendit dans le creux de son oreille un mot qu'elle ne connaissait pas. Il n'était pas en français, il n'était pas en langue du tout, mais il la fit pleurer. Clochette se posa sur sa clavicule, et dans cette union muette entre peau, vent et lumière, Isabeau sentit qu'elle avait été choisie. Depuis le jour du murmure, Isabeau n'avait plus le même regard. Le monde, pourtant inchangé, s'était creusé. Les choses banales, une figue coupée, une goutte de pluie sur un carreau, le froissement d'une robe, devenaient des événements pleins. Tout était plus dense, plus épais de mystère. Le réel n'était plus un décor, il était un langage. Elle s'aperçut par exemple que le pain chaud sentait la promesse, qu'une orange pelée à la main contenait la lumière de midi, que l'eau, lorsqu'elle coulait dans les seaux d'étain, chantait un souvenir de pluie ancienne. Les autres ne voyaient rien, ils passaient à côté d'un frémissement d'ombre, d'un rayon de soleil qui dessinait une aile sur la pierre. Isabeau, elle, recevait. Elle recevait tout, et ce don, elle le devait à Clochette. La fée, depuis le premier contact, revenait par instants. Pas chaque jour, pas à heure fixe, mais toujours au bon moment. Elle apparaissait comme un reflet sur une lame d'eau ou un éclat fugitif dans un miroir. Parfois même, elle n'apparaissait pas, mais laissait un indice, une perle sur le sol, une clochette fanée à côté d'un coussin, une odeur fugace de feuilles froissées. Isabeau ne parlait à personne de ces signes. Elle les portait en elle, comme des objets invisibles cousus sous sa peau. Le jardinier, pourtant, semblait comprendre. Il ne disait rien, mais un soir, alors qu'elle repartait du jardin, il lui tendit une petite boîte d'étain. Elle était froide au toucher, simple, sans ornement. À l'intérieur, un miroir rond, terni. Sur le revers du couvercle, gravé très finement, un brin de muguet. Isabeau sentit son cœur ralentir. Le vieil homme ne la regardait même pas. Il s'était déjà remis à arracher les orties. Elle serra la boîte contre elle, comme on serre une lettre d'amour. Ce geste, ce cadeau, n'était pas un objet, c'était une reconnaissance. La preuve silencieuse qu'elle n'était pas folle, pas seule, pas perdue dans un rêve d'enfant. Et ce soir-là, pour la première fois, Clochette vint se poser dans sa main sans hésitation. Elles restèrent là longtemps, sans rien faire, jusqu'à écouter le vent entrer dans les feuilles et le monde battre sous leurs paupières fermées. Isabeau n'était pas retournée dans la galerie depuis plusieurs semaines. Elle en connaissait pourtant chaque recoin.
les craquelures du plafond, la petite fissure au bas du cadre du maréchal de Montmorency, l'odeur sèche des tentures au soleil. Mais il lui avait fallu du temps pour oser revoir le tableau, celui qui l'avait troublé, celui qui l'avait appelé. Un après-midi d'orage, alors que les cours étaient suspendus et que la pluie tambourinait contre les vitres comme un cœur trop pressé, elle s'y rendit. La galerie était vide, sombre. Le ciel gris filtrait à peine, projetant une lumière diffuse, presque cendrée, sur les toiles suspendues. Elle s'approcha à pas lents, les mains croisées dans le dos. Le tableau était là, immobile, éternel, deux femmes nues dans leur bain. La main de l'une toujours posée sur le sein de l'autre. La brodeuse à l'arrière-plan, la tapisserie rouge, les détails finement rendus de la chair, du galon, du marbre. Tout était là, mais rien n'était pareil. Isabeau sentit une présence, pas dans la pièce, dans la toile, une densité, un frémissement, comme si l'air autour du tableau était légèrement plus lourd, plus chargé. Elle s'approcha au plus près. Son regard glissa sur le visage de la femme pincée. Il n'exprimait ni douleur, ni gêne, mais une forme d'acceptation, de connaissance, de pacte muet. Et alors, elle crut voir l'ombre d'un battement d'ailes. Là, entre deux plis de la peau presque invisible, une trace de lumière flottait, trop irrégulière pour être le fruit du pinceau. Elle recula d'un pas, cligna des yeux. Clochette. Elle n'était pas là, pas vraiment, mais sa présence, son énergie, son empreinte semblaient tisser dans la toile, comme si elle s'y était dissimulée un instant, un jour, et que la peinture l'avait gardée. Isabeau sentit une chaleur douce dans sa poitrine. Ce tableau, elle le comprenait maintenant. Ce geste entre deux femmes, il n'était ni licencieux, ni cruel. Il était transmission, un geste ancien entre celles qui savent, entre celles qui ressentent. C'était la main d'une fée sur l'épaule d'une humaine, un signe de passage, une reconnaissance entre mondes. Elle resta longtemps devant la toile, et au moment de partir, alors qu'elle tournait doucement la tête, le regard de la servante à l'arrière-plan sembla l'effleurer, comme si dans ce bain immobile, quelqu'un veillait. Il fallait que cela sorte. Isabeau, d'ordinaire si discrète, si pleine de silence habité, sentait en elle une urgence nouvelle, non pas celle de se vanter, ni même de se confier, mais celle de partager une beauté si grande qu'elle ne pouvait plus la porter seule. Elle ne savait pas encore que certaines choses, pour exister, doivent rester secrètes. Un matin, dans les appartements d'études, elle s'approcha d'une suivante, un peu plus âgée.
une fille au regard doux qui aimait lire des poèmes à voix basse. Elle l'aimait bien. Elle pensait, elle comprendra. Alors, d'une voix presque chuchotée, elle parla de la lumière étrange dans le jardin, du muguet qui chantait, d'une présence aérienne minuscule qui venait parfois se poser dans sa paume. Elle n'osa pas dire le mot fée. Elle se contenta de petite lumière qui parle autrement. La fée, la suivante l'écouta, un sourcil levé, puis éclata d'un rire discret, poli, un peu gêné. Tu rêves trop, Isabeau, on devrait t'interdire les herbes du jardinier. Elle te monte à la tête. Elle ne disait pas cela méchamment, mais le mal était fait. Isabeau sentit la couleur quitter son visage. Quelque chose en elle se ferma. Elle retourna dans le jardin ce soir-là, mais Clochette ne vint pas ni ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Le monde reprit sa pâleur d'autrefois, le pain redevint du pain, l'eau redevint de l'eau. Et même les feuilles, pourtant si bavardes les jours précédents, se turent. Elle ne pleura pas, elle attendit, en silence, jusqu'à ce qu'un matin, dans le jardin, le vieil homme aux sabots rapiécés vienne vers elle. Il tenait dans ses mains une petite corbeille de fruits. Un fruit étrange y trônait au centre, rond, brillant, d'un rouge profond, strié de veines d'or. Une forme de cœur, mais légèrement penchée. Il le lui tendit sans un mot. Elle le prit, les yeux pleins de questions. Le jardinier hocha doucement la tête, puis il retourna à ses plantes. Isabeau comprit. Ce fruit était un pardon, un lien réparé, une offrande. Pas de Clochette, elle n'était pas là, mais de la terre, du vivant, de ceux qui savent que le silence est un abri. Elle posa le fruit contre sa joue, il était tiède, presque vivant. Et pour la première fois depuis des jours, elle sentit à nouveau quelque chose vibrer dans l'air. Pas un son, pas une lumière, mais une promesse. La nuit suivante, Isabeau s'endormit avec le fruit du jardinier posé sur sa table de chevet. Elle ne le mangea pas, elle n'y toucha plus. Elle le laissa là, comme une veilleuse rouge et or dans la pénombre de sa chambre. Et cette nuit-là, elle rêva. Ce n'était pas un rêve flou ou insensé, comme ceux que l'on oublie au petit matin. C'était un rêve-lieu, un espace précis, lumineux, qui lui semblait familier, comme un souvenir revenu d'un autre monde. Elle marchait pieds nus dans un champ infini de muguets. Les clochettes s'étendaient à perte de vue, balançant doucement sous un vent sans direction. Le ciel était d'un bleu perlé, et l'air,
portait un parfum si pur qui lui montait aux larmes. Elle n'était pas seule. Autour d'elle, dansant parmi les fleurs, des lumières flottaient, des êtres, des fées sans doute. Elle n'avait pas de visage, mais elle portait des formes douces, des couleurs à peine visibles, comme des musiques incarnées. Et au centre de ce chant, Clochette l'attendait. Elle était là, suspendue, comme toujours, mais plus vive, plus nette, elle brillait d'un éclat nouveau, comme si l'éloignement l'avait rendue plus réelle. Isabeau s'approcha. Clochette tourna doucement sur elle-même, puis traça un cercle autour d'Isabeau avec un fil de lumière. Les autres fées s'arrêtèrent. Le chant se fit silence. Et là, Isabeau comprit que quelque chose n'avait jamais su se dire. Elle faisait partie de leur monde, mais elle ne pouvait pas y rester. Ce n'était pas un rêve d'enfant, c'était un appel, une reconnaissance, un moment de retour à l'origine. Elle se réveilla sans sursaut dans la lumière grise de l'aube. Sa chambre était silencieuse, comme encore endormie, mais sur son oreiller, là où sa main avait reposé dans la nuit, une perle de rosée brillait. Et juste à côté, un brin de muguet, plus petit que tous ceux qu'elle avait vus, était posé délicatement, comme s'il avait poussé là durant son sommeil. Elle n'eut pas besoin de chercher, elle sut que Clochette était venue et qu'elle reviendrait encore, quand le cœur serait prêt à l'écouter. L'été s'annonçait déjà, les oiseaux du matin chantaient plus haut, les roses grimpaient aux fenêtres, et dans les couloirs du château, on sentait une agitation nouvelle. Le roi Charles IX, désormais adolescent, devait quitter Saint-Germain pour Fontainebleau, où l'attendaient ses conseillers, ses maîtres et les guerres à venir. Les suivantes, les dames, les hommes de cour, tous s'affairaient. On repliait les tapis, on cirait les boiseries, on inventoriait les coffres. Même les galeries, ces lieux figés d'habitude, reprenaient vie sous les pas pressés des intendants. Isabeau, elle, restait immobile. Le monde autour d'elle s'accélérait, mais son propre rythme s'était ralenti, comme si une marée douce se retirait lentement, découvrant des pierres qu'elle n'avait encore jamais vues. Le jour du départ, elle observa la procession depuis une haute fenêtre. Les chevaux hennissaient, les roues crissaient sur le gravier, des tissus battaient au vent. La reine-mère, en noir, droite comme un couteau, montait dans sa calèche. Charles, pâle, le regard tendu vers l'horizon, saluait sans voir. Et puis il n'y eut plus que la poussière, le silence, les feuilles qui retombaient doucement dans les allées désertes. Clochette ne vint pas, ce soir-là, ni le suivant. Et quand Isabeau retourna dans le jardin secret, elle trouva le massif de muguet fané, couché, comme endormi. Le jardinier, lui aussi,
avait disparu. Plus de pas dans l'allée, plus de corbeilles à demi remplies. Le banc de pierre était vide. Ce vide n'était pas douloureux, mais profond, comme un souffle retenu. Elle continua d'errer dans le château, d'écouter les ombres, mais tout semblait plus lointain, plus pâle, comme si un voile avait été posé sur les choses. Pour la première fois, elle se sentit vraiment seule. Pas abandonnée, non, mais déposée dans un silence que personne ne viendrait rompre. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose restait, un éclat, enfoui très bas, comme un charbon sous la cendre, le souvenir d'un jardin, d'un tintement, d'un monde qui, un jour, lui avait répondu. Les saisons passèrent, l'automne s'installa dans les couloirs du château comme une ombre longue, douce et dorée. Les jeux d'enfants devinrent des leçons, les chuchotements se changèrent en devoirs, les robes s'allongèrent et Isabeau grandit. Non d'un coup, mais par glissements successifs. Un matin, son regard se posa différemment sur une étoffe. Un autre jour, elle ne tint plus la cuillère comme une enfant. Et un soir, sans qu'elle s'en aperçoive tout de suite, elle ne pensa pas à Clochette avant de s'endormir. Ce n'était pas un oubli brutal, c'était un effacement doux, comme l'encre qui pâlit sous le soleil. La fée ne revenait plus. Ou bien revenait-elle? Il lui semblait parfois, en tendant l'oreille, entendre un tintement dans le bruissement des rideaux. Parfois encore, un reflet sur le métal d'un chandelier lui évoquait la lumière nacrée d'une aile minuscule. Mais elle n'osait plus appeler. Elle avait compris, quelque part en elle, que certaines présences ne se commandent pas. Elles s'accordent, et son cœur, occupé désormais par d'autres pensées, la bienséance, le mariage, la place qu'elle devait occuper, ne chantait plus sur la même fréquence. Elle se promenait parfois dans le jardin, celui que personne ne nommait. Le muguet n'y poussait plus, à la place, des orties hautes, des ombelles sèches, des herbes folles. Le banc de pierre s'était fendu, une mousse douce y dessinait une carte invisible. Elle s'y asseyait parfois, sans rien attendre, mais même là, le silence avait changé, et pourtant, au fond d'elle, le lien n'était pas rompu, il dormait. Un lien d'une autre nature, pas celui de l'enfance, mais celui de la mémoire corporelle. Clochette n'était plus une fée minuscule venue du vent, elle était une présence imprimée dans ses gestes lents, dans sa façon d'écouter, dans cette tendresse silencieuse qu'elle portait en elle sans raison. Parfois, elle se surprenait à tracer un petit cercle sur la paume de sa main, ou
a posé l'index sur sa tempe sans y penser. Elle n'avait pas oublié. Elle avait simplement changé de langue. Et le monde invisible, elle le portait désormais en silence, comme un secret ancien gravé sur la peau du cœur. Les années avaient passé, le château n'était plus le sien. Elle l'avait quitté depuis longtemps, au bras d'un époux discret choisi par la reine-mère. Elle avait connu les saisons d'un autre domaine, d'autres jardins, d'autres silences. Elle avait appris à être épouse, à être dame, à parler peu et à répondre juste. Mais jamais elle n'avait désappris à écouter. Et au fond d'elle, malgré les jours empilés comme des pierres, le souvenir du jardin secret restait intact. Un jour d'hiver, elle fut invitée à Paris pour visiter la collection d'un mécène ami de la couronne. Il aimait les objets anciens, les cabinets de curiosités, les portraits oubliés. Isabeau, à présent, femme mûre, aux cheveux d'argent pâle, déambulait lentement dans les salons feutrés. Elle s'attardait devant les globes célestes, les herbiers, les boîtes à secrets. Puis elle entra dans la pièce aux peintures, et là, suspendu au mur du fond, le tableau la frappa de plein fouet. Gabriel d'Estrées et sa sœur dans leur bain. Il était là, le même, ou peut-être une copie, peu importait. Ce n'était pas la première fois qu'elle le revoyait depuis son départ de Saint-Germain, mais cette fois quelque chose avait mûri en elle. Elle s'approcha, seule dans la salle, le cadre doré, les carnations nacrées, le doigt posé, la brodeuse en fond, tout y était. Mais elle n'y voyait plus la gêne de l'enfance, ni même la fascination trouble de l'adolescente. Elle y lisait désormais une histoire de seuil, de passage entre mondes. Le geste, ce doigt sur le sein, ce n'était ni une provocation ni un jeu. C'était une marque de reconnaissance, une façon ancienne de dire « tu sais, toi aussi ». Elle s'attarda longuement, et sans savoir pourquoi, elle sentit des larmes lui monter aux yeux, des larmes douces, lentes, pas de tristesse, mais de mémoire. Le tableau n'avait pas changé, mais elle, si. Et dans le silence du musée, elle sentit une vibration ancienne se réveiller au creux de sa poitrine. Elle porta la main à sa tempe, machinalement, un geste oublié. Et dans ce geste, un écho. Elle ferma les yeux, et dans l'ombre de ses paupières, une clochette tinta. Elle avait quitté Paris, sans fracas, sans adieu cérémonieux. Les années lui avaient glissé entre les doigts comme des grains de farine, et à présent elle cherchait moins les événements que les instants. C'est dans un petit domaine du Val-de-Loire qu'elle trouva refuge. Une maison modeste mais ancienne, adossée à une colline, tournée vers un verger
et une rivière lente. Elle y vivait seule, ou presque, une servante silencieuse, un chat gris et quelques voisins discrets, mais surtout un jardin, un vrai, pas un jardin d'apparat, de taupières ou de statues, mais un jardin vivant, fait d'herbes simples, de plantes médicinales, de fleurs sans nom. Elle y passait des heures, les mains dans la terre, le dos courbé, le souffle en rythme avec celui du vent. Elle n'attendait rien. Elle plantait, elle soignait, elle observait. Et parfois, elle parlait aux plantes. Pas pour se faire entendre, mais pour se relier. Chaque printemps, elle refaisait les semis, et un jour de fin mars, au détour d'un massif de violettes, elle découvrit un brin de muguet, un seul, étrangement isolé, né sans qu'elle l'ait planté. Ses clochettes étaient d'un blanc mat, tirant à l'ivoire, et elles semblaient vibrer doucement, comme si la terre elle-même leur chantait une chanson oubliée. Elle sourit à peine et n'y toucha pas. Elle le regarda chaque jour sans mot. Puis, au lever du 1er mai, elles étaient là, une dizaine de tiges, toutes courbées dans la même direction, comme une prière. Elle comprit. Clochette n'était pas revenue comme autrefois, mais elle avait laissé une empreinte, une mémoire dans la sève, une fidélité dans le sol. Le jardin devint un sanctuaire, un lieu de veille. Elle y tenait un petit carnet griffonné de notes brèves, non pas des recettes ou des conseils de culture, mais des sensations, des impressions. Brume sur les orties, une feuille me regarde, le silence pousse mieux sous la menthe. Elle ne cherchait plus à retrouver Clochette. Elle savait que la fée n'avait jamais vraiment disparu. Elle s'était simplement transformée, répandue dans chaque chose qu'elle touchait désormais avec attention, et dans chaque muguet qu'elle voyait naître, un battement d'ailes dormait encore. Le soir tombait lentement, tiède et doré. C'était un de ces soirs de mai où la lumière semble vouloir s'attarder, effleurant chaque chose avec une tendresse de fin du monde. Dans son jardin, Isabeau était assise sur le banc de pierre, les mains croisées sur ses genoux, la tête légèrement penchée. Elle ne lisait pas, elle ne méditait pas, elle était là. Les arbres étaient pleins de silence. Les oiseaux s'étaient tus plus tôt que d'habitude, et dans l'air flottait une densité inhabituelle, comme si le temps lui-même retenait sa respiration. Elle sentit d'abord un frisson sur la nuque, un courant d'air, si léger qu'il n'aurait pas fait trembler une flamme. Puis le tintement, clair, pur, exactement le même que celui qu'elle avait entendu, enfant, dans la chambre haute du château. Elle sourit, ne sursauta pas,
ne se retourna pas, elle savait, et quand elle leva les yeux, Clochette était là, suspendue dans l'air, juste devant elle, identique, minuscule, lumineuse, irréelle. Ses ailes frémissaient doucement dans la lueur du crépuscule, et tout autour d'elle, l'air semblait vibrer d'un éclat nacré. Elle ne parla pas, bien sûr, mais son silence était rempli de tout ce qui avait été vécu, attendu, oublié, retrouvé. Elle s'approcha lentement, effleurant l'épaule d'Isabeau, puis se posa dans le creux de sa main, que la vieille dame avait instinctivement tendue. La peau était ridée, veinée, légèrement tremblante, mais la chaleur y était intacte. Clochette tinta une fois, puis déposa quelque chose, un objet si petit, si discret, qu'il fallut un instant à Isabeau pour le voir. Une perle, blanche, douce, presque mate. Elle semblait contenir en elle un monde de silence et de lumière mêlés. Isabeau la serra doucement contre son cœur. Elle ferma les yeux, et dans ce geste, elle sentit toute sa vie respirer. L'enfance, la solitude, la découverte, la perte, l'attente, le retour, tout tenait dans ce moment. Et dans ce tintement unique, rien ne manquait. Clochette ne resta pas longtemps. Elle tourna lentement autour de la tête d'Isabeau, comme une aurore miniature, puis disparut sans fracas, comme une note suspendue qui ne retombe jamais. Mais la lumière resta, plus douce, et dans la main d'Isabeau, la perle brillait encore, comme un battement d'ailes enfermé dans le temps. Elle ne dit rien à personne, ni à la servante, ni au médecin qui venait parfois prendre son pouls sans conviction, ni aux prêtres du village, ni aux quelques amis discrets qui lui écrivaient encore. Elle garda la perle, pas dans un coffret ni sur un bijou, mais elle la cousut à l'intérieur d'un ourlet, dans la doublure de la robe qu'elle portait chaque jour au jardin, cette robe simple, de lin gris, que personne ne lui enviait. Elle ne voulait pas l'exposer. Elle voulait qu'elle reste proche, à la hauteur du cœur. Depuis cette nuit-là, quelque chose s'était apaisé en elle, non pas une fatigue, mais une certitude. Elle avait reçu ce qu'elle devait. Elle avait entendu ce qui ne s'écrit pas, et désormais elle était prête à transmettre à sa manière, sans mots, sans leçon, par la simple fidélité d'un geste. Alors, chaque printemps, elle commença à cultiver le muguet avec soin. Elle en semait dans les coins d'ombre, le long des murs, au pied des grands arbres. Et le 1er mai, elle en cueillait un seul brin, toujours seule, toujours un seul. Elle sortait au petit matin, avant le chant des coqs, et déposait ce brin devant sa porte, pour qui passerait, sans nom, sans adresse, sans message.
Parfois c'était un enfant, parfois une vieille dame, et parfois personne. Mais chaque année, elle répétait le geste, comme un rite ancien, comme une musique qu'on joue pour que l'air ne l'oublie pas. Et peu à peu, le village s'étonna. Qui laissait ces brins de muguet? Pourquoi toujours un seul? Et pourquoi si tôt? Elle ne répondit jamais, mais les enfants commencèrent à faire de même, et bientôt le village entier fleurissait en silence, chaque matin de mai. Elle n'en tirait aucune fierté, juste une paix simple, profonde. Elle savait que la perle vibrait encore sous l'ourlet, et qu'en déposant ce brin chaque année, elle prolongeait la présence de Clochette, non pas en tant que fée, mais en tant que souffle, langage invisible, mémoire du tendre. Un jour, elle sentit ses forces la quitter doucement. Elle ne s'inquiéta pas. Elle fit un dernier tour dans son jardin, et cette nuit-là, elle déposa la perle, non plus cousue, mais au creux d'un petit tiroir, avec une feuille séchée de muguet. Elle ne laissa pas de lettres, mais elle laissa un silence habité. Elle s'éteignit sans bruit, comme elle l'avait vécu. Une fin d'après-midi clair, le ciel sans nuages, les lilas en fleurs. La servante entra doucement, trouva la chaise vide sous le tilleul, le livre ouvert sur les genoux, le corps penché en avant, les mains croisées. Il n'y eut pas de tumulte, quelques voisins portèrent des fleurs, le curé célébra une messe sobre. Un enfant du village récita un poème qu'elle lui avait appris, sans en comprendre le sens. Mais dans la maison, il restait quelque chose, un souffle, une paix, une attention, et surtout un tableau. Personne ne savait d'où il venait. Il était posé contre un mur, dans la pièce où elle écrivait parfois. Non encadré, non signé, juste appuyé là, comme oublié. Sur la toile, une fillette était assise dans un jardin. Pas un jardin de cour, un jardin libre, bruissant de feuilles, rempli d'herbes hautes et de muguets en fleurs. La fillette, robe simple, pieds nus, tendait la main vers quelque chose, et dans sa paume, une lumière, une présence, pas clairement dessinée, juste une vibration, comme une aile en mouvement, comme le souvenir d'une étoile. Autour, la lumière du soir baignait la scène, et quelque part, dans l'ombre douce des feuillages, on croyait voir une silhouette penchée, un vieil homme aux mains pleines de terre. Ce tableau n'était pas un portrait, ni un souvenir, c'était un chant, celui d'une rencontre, d'un monde parallèle à peine visible, où le silence est un langage et le cœur une oreille. Le tableau fut conservé dans une petite salle du village. Les enfants venaient parfois le regarder, fascinés sans trop savoir pourquoi.
Certains affirmaient qu'en fermant les yeux devant lui, on pouvait entendre un son léger, un tintement, clair, fragile, régulier, comme une clochette qui ne s'était jamais tue. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette légende et je tiens à m'excuser pour les publicités qui peuvent être dans ce conte. Malheureusement, vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est magnifique, mais malheureusement, nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés et tant que je n'ai pas atteint les 1000 abonnés, je ne peux pas choisir d'enlever les publicités. Il faut attendre que je sois partenaire YouTube. Donc merci à vous de vous abonner pour permettre à la chaîne de pouvoir fonctionner sans publicité. La clochette invisible, ou en tout cas ce conte, je l'ai écrit car il me paraissait intéressant ce mois de mai de s'inspirer de cette tradition et de la mettre dans un contexte de la Renaissance et en lien avec ce tableau qui est plutôt connu. Et voilà, d'en donner un peu un peu comme un préquel, ça veut dire un peu comme ce qui existait avant la naissance de Clochette. Elle nous rappelle que certaines présences ne disparaissent jamais tout à fait. Elles s'installent en nous, dans un geste oublié, un tintement discret ou une fleur offerte sans raison. Si ce conte a éveillé quelque chose en vous, je vous invite à le faire voyager plus loin en laissant un commentaire ou en le partageant à quelqu'un que vous aimez. Chaque geste compte, chaque signe est un écho. Merci de tout cœur pour votre écoute, votre confiance, votre présence. Je vous retrouve très bientôt, dimanche prochain, pour une nouvelle légende. D'ici là, prenez soin de votre lumière et des clochettes invisibles qui tintent peut-être tout près. À bientôt.